Bonjour Stéphane Arinou-Rossou. Bonjour Carole Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Hugues Hector Zogo, vous êtes annoncé alors par Stéphane ce matin. C'est vrai, bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arinou-Rossou, bonjour également aux téléspectateurs et bonjour à nos auditeurs de Diaspora FM. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est bel et bien les maires élus installé officiellement ce week-end. C'est ça la principale information relayée pratiquement par tous les quotidiens parus ce jour. Et ma toute première question va s'adresser à vous, Stéphane Arinou-Rossou. Quels sont les principaux enjeux pour ces élus installés? Merci pour la question. Il faut déjà saluer le travail abattu par les préfets, je vous l'ai dit. Ce n'est pas du tout évident. Ils se sont donnés pour pouvoir installer les différents conseils communaux qui se trouvent, n'est-ce pas, donc, sous leur tutelle. On avait, en tout cas moi personnellement, j'avais eu des craintes ou un peu de doute lorsque cela a été annoncé et puis après ça a été reporté. Je m'étais dit que c'était encore reparti et que les partis politiques n'avaient pas réussi à s'entendre, mais fort heureusement, ils ont pu s'entendre et finalement, on a pu assister à l'installation des conseils communaux sur l'ensemble du territoire. Je crois au total 72 communes, et si je ne me trompe, 72 communes qui ont pu avoir le maire et les adjoints. Je pense que c'est quand même la machine de la décentralisation qui est lancée. Ce que j'observe également, c'est qu'il y a eu reconfiguration de la carte au niveau des communes. Beaucoup sont partis. Il n'y a eu que 12, je crois, qui ont été reconduits à la tête des communes, et donc la plupart est partie, et donc on a vu qu'il y a des jeunes qui sont venus, et cette mandature qui s'installe pour relever un certain nombre de défis, et vous me faisiez la question de savoir quels étaient ces défis-là qui s'imposaient à cette mandature. Je pense déjà pour ma part que le premier défi, c'est à l'endroit de ces jeunes à qui les partis politiques ont fait confiance. Et j'observe que surtout au niveau du parti UPR, ils ont énormément fait confiance à la jeunesse, et je trouve que c'est quand même un acte majeur. Il faut féliciter le responsable de ce parti, les leaders de ce parti qui ont fait confiance à la jeunesse. Et donc, il va falloir que ces jeunes à qui on a confié la destinée de nos communes puissent donner la preuve que le parti qui leur a confié cette responsabilité ne s'est pas trompé en leur confiant cette responsabilité-là. Et donc, ces jeunes doivent faire preuve de circonspection dans la gestion. Aujourd'hui, les défis qui s'imposent à nos communes aujourd'hui, c'est le défi de développement. Le développement à la base, parce que quand on passe dans beaucoup de communes aujourd'hui, il y a les défis d'infrastructures socio-communautaires, l'eau, l'électricité, les voies, les routes, les centres de santé. Et donc, il va falloir que ces conseils communaux qui sont installés là puissent répondre à ces préoccupations des populations, puisque, in fine, je pense que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Ensuite, il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a une synergie d'action qui s'est installée entre le pouvoir central et le pouvoir décentralisé, je veux dire. Au niveau des communes. Et donc, il va falloir que les plans de développement qui sont élaborés au niveau de nos communes puissent intégrer la dynamique qui est mise en place pour que les populations soient véritablement impactées. C'est déjà heureux que pour la mandature passée, on n'ait pas assisté à trop de
à trop de chocs à l'intérieur des conseils communaux qui a pu ralentir le travail qui se fait sur le terrain. Et donc, il va falloir que ces conseils communaux également puissent s'inscrire dans cette lancée, dans cette dynamique-là, pour que le travail puisse se faire afin que les populations soient véritablement impactées par toutes les actions qui seront menées par ces équipes qui sont mises en place. Alors, Hugues-Hector Sogo? Les défis qui s'imposent à cette 5e mandature, je pense déjà fondamentalement que c'est la question de la redevabilité. Redevabilité parce que les différents conseils communaux ont pour mission de travailler et d'offrir aux communautés à la base le mieux-être. Aujourd'hui, si on attend qu'il y ait, je vais dire, une amélioration en termes de cadre de vie au niveau de nos territoires, c'est d'abord les conseils communaux. Et ce qu'on a pu observer depuis la première mandature jusqu'à la 4e finissante, et surtout avec la 4e, c'est que malheureusement, les sessions des conseils communaux, ces sessions-là sont annoncées, certes, par invitation aux différents conseillers, mais les populations n'ont pas l'information à temps. C'est peut-être à la veille que sur les plateformes numériques, vous tombez par hasard, et ceci c'est fait à dessein, parce que ça a été, au cours de la 4e mandature, assez répété. Donc ça a été une stratégie pratiquement adoptée par la plupart des maires. Et vous vous rendez compte que les populations n'ont plus cette possibilité-là de pouvoir se rendre au conseil communal pour suivre un peu la session et savoir quelles sont les décisions qui sont prises en son nom. C'est vrai que le citoyen, au cours de la session communale, est là en tant qu'observateur, il n'a pas droit au chapitre, mais les tests exigent que les conseillers communaux puissent quand même, le maire en l'occurrence, puissent quand même informer par tous les canaux possibles les populations. Donc, il y a un premier défi de redevabilité qui exige à ce que les maires ne se comportent pas comme ça a été le cas au niveau de la 4e mandature et par conséquent qu'ils puissent communiquer par les canaux officiels. Aujourd'hui, ce qui se vit malheureusement, c'est que dès qu'un maire est élu, il fait appel peut-être à quelqu'un qui conduit un organe de presse et qui malheureusement n'est pas accrédité par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est vrai que la RAC a pris ses responsabilités, a sorti une note circulaire exigeant à ce que les partenariats puissent aujourd'hui être effectifs entre les structures étatiques et les organes exclusivement bénéficiant donc d'une autorisation de l'instance de régulation. Mais est-ce que ça va se faire respecter? Dieu seul sait. Donc pour moi, la question de la redevabilité doit être très importante pour la 5e mandature, parce que sans redevabilité, c'est comme si vous ne respectez pas vos mandats. Les mandants ici, ce n'est pas le parti politique. Les mandants ici, ce sont les citoyens à la base. Ce sont les citoyens qui vous ont accordé leur suffrage pour que vous soyez élus conseiller communal et que plus tard, votre parti trouve que vous portez peut-être les qualités adéquates pour conduire les rênes donc de ce territoire-là. Deuxième défi très important pour moi, c'est la coopération. Au cours de la première et de la deuxième mandature, on a pu remarquer que ça a assez évolué au niveau, je vais dire, du jumelage entre les communes de nos territoires et ces communes qui se retrouvent un peu partout en outre-mer. Mais depuis la 3e et la 4e mandature, soit ça tâtonne, ou soit les maires se permettent de voyager avec les fonds de la commune, on décide d'aller rendre visite à un autre maire d'une autre commune sur le territoire européen
et plus tard, on ne voit rien comme retombée. Donc le maire, avec ses adjoints, peuvent, au cours d'une mandature, par exemple, faire des voyages à hauteur de 50 millions. C'est un chiffre que j'avance. Mais, à la fin, vous vous rendez compte que cet argent n'a servi exclusivement qu'à leur voyage, qu'à leur séjour sur un territoire étranger et que ça n'a pas été du tout utile aux populations. Parce que généralement, ce qui se vit, c'est qu'on fait le voyage. On annonce que le maire a voyagé, le maire allait rencontrer tel autre maire, père à lui. On prend des photos, on envoie sur les plateformes numériques. Mais qu'est-ce qui a été décidé au cours de cette rencontre-là? Quels sont, je vais dire, les opérateurs économiques, par exemple, qui ont été associés à ce voyage du maire? Quels sont les jeunes porteurs de projets, par exemple, qui ont été associés à ce voyage du maire? Il n'y en a quasiment pas. Donc, ce qui fait qu'au cours de la 4e mandature, on n'a pas pu avancer en termes de jumelage entre nos communes et celles sœurs des autres régions, notamment de l'Europe. Donc, pour moi, c'est le second défi qui doit pouvoir être relevé aujourd'hui par cette 5e mandature. Et le 3e défi que je trouve, c'est la cohésion au sein du conseil communal. Vous savez, c'est peut-être une stratégie bien réfléchie qui fait appel à la démarche participative que le Parti Union progressiste Le Renouveau a pu mettre en place en demandant à ce que les sessions communales du parti au niveau de la base puissent envoyer 3 noms afin de permettre à la haute direction politique du parti de réussir à identifier celui qui pourrait porter donc la charge en tant que maire de la commune. Mais n'oublions pas que cette démarche-là aura conduit à de la frustration. Parce que nous sommes 3 partis au départ pour être candidats au poste de maire. Mais plus tard, on désigne un parmi nous. Les 2 autres, est-ce qu'ils vont avoir la sagesse nécessaire de s'ouvrir et d'accompagner le maire qui a été désigné? Le maire qui a dû constater, par exemple, qu'au départ, il ne s'est pas retrouvé seul sur la liste et qu'il y a eu en son sein 2 autres challengers, est-ce qu'il aura la sagesse nécessaire de comprendre qu'en réalité, c'est juste une question de challenge politique? Ou va-t-il se renfermer, se dire, ces 2-là, voilà ceux qui déjà envient mon fauteuil de maire? Donc pour moi, il y aura la question de cohésion au sein, surtout de l'exécutif, qui doit pouvoir se poser comme défi à cette 5e mandature. Et si ça ne se règle pas assez vite, vous vous rendrez compte que les semaines à venir, les mois à venir vont nous permettre de vivre de la désolation, malheureusement, au niveau de certaines mairies de notre territoire. Alors, 4e peut-être défi, c'est de pouvoir effectivement prendre conscience de ce qu'est la décentralisation. La décentralisation, c'est le pouvoir à la base. Le chef d'arrondissement doit pouvoir être au contact permanent de ces populations. Le maire doit être en mesure d'écouter les chefs d'arrondissement, les conseillers élus. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des techniciens au niveau de nos différentes mairies et qui accompagnent l'équipe politique. Ces techniciens se retrouvent avec le secrétaire exécutif qui coiffe donc l'administration. À partir de ce moment-là, il faudrait que les politiques qui viennent d'être installés puissent comprendre qu'il y a un seuil en termes de résultats attendus de nos secrétaires exécutifs. Et que par conséquent, ça ne servirait à rien de revivre ce qu'on a connu au cours de la 4e mandature, duel sans merci entre maire et secrétaire exécutif. Nous n'en avons pas besoin au cours de cette mandature-ci. Donc voilà quelques défis sur lesquels je tiens quand même à me prononcer. Et j'espère de tout mon cœur que cette 5e mandature de la décentralisation dans notre pays
pourra nous permettre de redéfinir les priorités. Parce qu'on a, par exemple, le plan de développement communal. Mais qu'est-ce qui se fait effectivement avec ce plan de développement communal-là? Est-ce que le plan de développement communal, avant d'être toiletté par exemple, prend en compte les préoccupations des populations? Est-ce qu'on arrive, en voulant identifier peut-être les personnes ressources à associer pour la relecture de ces plans de développement communal, est-ce qu'on arrive à identifier les vraies personnes ou bien on va juste chercher des partisans se disant oui, ils ont servi à nous faire élire ou à nous faire nommer maire et tout ce qui va avec. Et par conséquent, il faut que ce soit eux qui restent autour de nous. Il faut qu'on aille vers les personnes ressources capables effectivement de réfléchir, de repenser à l'avenir de chaque commune, tel qu'on a pu vivre avec l'exécutif. Aujourd'hui, on a le programme Béné Alafia 2060, c'est une projection. C'est de la même manière que le plan de développement communal est une projection. Mais au cœur de cette démarche-là, il faut forcément qu'il y ait de la transparence dans la gestion. Sans ça, on va beau élire, on va beau installer des conseils communaux, on n'aura pas un impact, surtout que là, on est parti pour cette année. Alors, difficile de lui arracher la parole sur ce plateau. Il est bien inspiré ce matin. C'est Stéphane Rossou. Alors, le titre retenu pour ces discussions ou pour ces débats sur ce plateau, c'est le titre du quotidien Matin Libre, investiture de la 5e mandature dans les communes, prime au renouvellement de la classe politique. Alors, ma question, Stéphane Rossou, y a-t-il réellement un renouvellement de la classe politique au niveau local aujourd'hui à travers ces nouveaux élus? Oui, il y a évidemment un renouvellement de la classe politique et je l'annonçais déjà dans mon propos liminaire, mais je voudrais d'abord revenir sur deux aspects. Le premier aspect qui me paraît important, que j'évoquais et que Hugues a approfondi, c'est la cohésion au sein des conseils communaux. Vous voyez-vous, il y a des communes dans lesquelles des maires ont été éjectés de leur fauteuil au profit d'autres. Et les acteurs politiques ont cette manie là où, quand ils ne sont plus là, ils aiment injecter le virus ou le sérum de la perturbation au niveau des conseils communaux. Et ça, je pense que c'est un risque. C'est un risque. L'autre risque qui est peut-être écarté, c'est que les communes ont à leur tête des maires qui ont la chance d'avoir tout au moins la majorité. C'est ça la règle. Donc en principe, cela devrait faciliter la tâche aux maires où ils devraient avoir une certaine cohésion. Mais malheureusement, les guerres de leadership sur le terrain font ou feront, si on y prend garde, que ceux qui ont été éjectés, n'est-ce pas, donc, de leur fauteuil, je veux dire, peuvent s'adonner à des tentatives ou des manipulations qui pourraient déséquilibrer un peu les choses. Et ça, c'est un risque. Et les partis politiques doivent véritablement veiller à ça pour que cela n'empiète pas sur le travail qui devrait être fait pour la bonne marche des choses au niveau de ces communes-là. Maintenant, je voudrais en venir à la question des secrétaires exécutifs. Je trouve que les secrétaires exécutifs aujourd'hui ont peut-être compris l'enjeu et les choses ont évolué, la dynamique a évolué. Ce que cela avait été au début, les gens ont compris qu'il y a quand même des menaces, il y a quand même des formes d'incohérence. Et ça a fait que le gouvernement a revu un peu le mode de désignation de ces SE-là. Et donc, je pense qu'à la fin de la mandature finissante, il y a quand même eu une certaine accalmie. Les choses sont rentrées un peu dans l'ordre. Si, à la faveur de l'installation de ces nouveaux conseils communaux, cela reprend, ça veut dire que pour moi, ça devient de la pagaille. Et il va falloir trouver un mécanisme pour véritablement réguler. Parce qu'on a tellement fait ce débat-là que chacun devrait pouvoir rester dans son couloir et faire le travail
comme cela se doit. Maintenant, pour en venir à votre question, il y a eu renouvellement, évidemment, de la classe politique au niveau des municipalités. Vous voyez, j'ai noté en début d'intervention qu'il y a eu beaucoup de jeunes à qui l'UPR a fait confiance. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Intéressant dans la mesure où il y a une vieille classe politique qui est en train de disparaître un peu, où on est en train de faire émerger une caste de jeunes capables de prendre la relève au niveau de la gestion de nos communes et même au niveau de la gestion du pays. Renouvellement également parce que au-delà des jeunes qu'on a, il y a quand même de nouvelles têtes. Et de nouvelles têtes qui peuvent apporter du neuf ou du nouveau, si on veut. Dans la gestion. Dans la gestion. Quand on prend la ville de Cotonou, quand on prend quelqu'un comme Luc Nyankadja, qui est quand même très reconnu pour sa rigueur, pour sa capacité à pouvoir gérer les affaires urbaines, on le connaît pour sa technicité dans le domaine. Et donc, Luc Nyankadja, au-delà de la couleur politique, à la tête de Cotonou, je pense que c'est quand même très intéressant. Il y a à Glazoué également, à Glazoué, une nouvelle dynamique. Il y a à Abomey avec Franck Passassi, je crois, qui quand même... La ville de Parakou également, la ville de Parakou, qui a à sa tête un très jeune, oui. Un très jeune. Donc, il y a beaucoup. Il y a eu de mutations. Il y a eu de mutations et je donnais les chiffres tout à l'heure. J'ai dit qu'il n'y a eu que 12 qui ont été reconduits. 12 seulement. 12 sur les 72 qu'on a eu pour le moment. Je pense que c'est quand même très intéressant en matière de renouvellement. Mais qu'en est-il des femmes? Oui, évidemment, j'en venais. Les femmes, on n'a eu que 4. Justement. Ça pose un problème toujours. Il y a de représentativité des femmes. Sur les 12. Bon, après je me dis, je me suis posé la question quand j'ai vu le chiffre un peu publié par... Est-ce à dire que toutes ces femmes qui militent dans ces partis politiques ne sont pas capables de gérer convenablement une cité? Après, on peut faire facilement le procès aux partis politiques. On peut faire facilement ce procès-là aux partis politiques. Maintenant, c'est qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que les partis politiques sont de mauvaise foi? Parce que le problème, je ne veux pas dire la chose comme ça pour qu'on ait l'impression que je veux dire qu'il n'y ait pas de femmes capables d'assumer ses fonctions ou ses charges. Mais je veux dire que, est-ce que objectivement, les partis politiques sont dans la logique de ne pas promouvoir les femmes, ou bien est-ce que véritablement il y a... ce que nous constatons il y a un problème? Non, je veux dire, la fois dernière je faisais le procès aux partis politiques, mais après je suis rentré en moi-même, je me suis dit qu'il faut percer la question. Si sur 112 communes on n'a eu que 4, c'est qu'il y a véritablement un problème. Il y a un problème qu'il faut chercher à comprendre à l'intérieur des partis politiques, parce que ça ne peut pas aller de soi où sur 112, on n'est que 4 femmes. Ou bien c'est les partis politiques qui sont de mauvaise foi, ou bien il y a un problème de fonctionnement au niveau des partis politiques, ou bien c'est au niveau des femmes qu'il y a un problème. Donc, il faut pouvoir bien percer le sujet pour pouvoir situer clairement les responsabilités. Sinon, à première vue, ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas normal. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant de voir que les partis politiques font semblant de ne pas positionner les femmes. Maintenant, si on s'inscrit dans cette dynamique, ça va être très facile de jeter la pierre aux formations politiques ou aux responsables de formations politiques. Il faut chercher à aller au-delà et comprendre ce qui se passe véritablement à l'intérieur des partis politiques. Est-ce que c'est les femmes qui, à la limite, ne veulent pas faire bouger les lignes, bousculer les choses
pour que au moins leur représentativité puisse connaître un certain essor en dehors de ce que on peut faire bouger par les lois, etc. Donc c'est une question, c'est une réflexion qu'on peut faire après, quand on aura compris, je veux dire, les raisons profondes de ces choix-là au niveau des partis politiques. Hugues-Hector Zogo, est-ce que ce renouvellement garantit forcément la bonne gouvernance au niveau des communes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le renouvellement qui garantisse la bonne gouvernance. Ce qui va garantir la bonne gouvernance, c'est la présence permanente du citoyen à pouvoir faire la veille. Et c'est en cela que déjà, je disais tout à l'heure que le premier défi à pouvoir relever, c'est le défi de la redevabilité. Et par conséquent, informer à temps les populations pour qu'elles sachent à quel moment les sessions du conseil communal doivent pouvoir tenir. Parce que si vous ne savez pas ce qui se décide en votre nom au niveau de la session communale, à quel moment vous pouvez interagir. La question de la bonne gouvernance, ne vous leurrez pas, c'est à la limite ceux qui sont installés là, ils vont se retrouver pour dire on est désormais au couvent. Ils sont au couvent parce qu'ils vont préserver l'image de leur parti politique. J'ai du mal à suivre mon cher Stéphane tout à l'heure quand il ne pouvait pas dire clairement que ce sont les partis politiques qui n'ont pas la bonne foi de confier par exemple nos mairies des communes aux femmes. Parce qu'en réalité ce n'est pas... je vous donne l'exemple simple. Quand il a été question de pouvoir retenir une femme par circonscription électorale en tant que députée, mais on a pu trouver les femmes, on les a installées, on les a mis sur les différentes listes. Aujourd'hui, penser un instant que les femmes ne sont pas capables de diriger nos communes, c'est une erreur. Pensez aujourd'hui que les femmes ne sont pas assez investies en politique pour pouvoir occuper des postes de maire, c'est une erreur. Ce sont les partis politiques qui n'ont pas la volonté donc d'accompagner la femme. Les femmes mènent le combat. Il faut avoir le courage de le dire. Les femmes mènent le combat. Mais malheureusement... Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Il faut le comprendre. Les femmes mènent énormément le combat politique aujourd'hui. Regardez bien les partis politiques. Si ces partis politiques la tiennent, c'est d'abord grâce aux femmes. Vous vous rendrez compte que dès qu'il y a une activité, ce sont les femmes qui sont les premières à se retrouver au niveau des sièges des partis politiques. Ce sont elles qui, pour la plupart du temps, sont là à penser au décor du siège, à penser à comment offrir telle... L'organisation pratique. L'organisation pratique. Même si elles ne sont pas les organisatrices au niveau de leur formation politique, elles sont les premières à prendre le devant pour assumer ce rôle-là. Mais quand il s'agit de faire le positionnement au niveau des formations politiques, ce qu'on constate, c'est assez criard. En dehors, par exemple, quand vous prenez la liste pour les candidats députés, en dehors donc des postes qui sont exclusivement réservés aux femmes, combien sont-elles à être positionnées tête de liste? On fait le bilan aujourd'hui, sur 109 députés, on s'est rendu compte qu'en dehors des 24 autres qui ont été élus, il n'y a eu que 4. Et ça ne vient que du bloc républicain. Et après, l'Union progressiste, le renouveau, va se taguer la main à la poitrine pour dire nous sommes la plus grande formation politique. Oui, vous êtes la plus grande formation politique. Mais qu'est-ce que vous défendez comme idéal? C'est aussi ça les questions. C'est aussi ça les questions. Donc pour moi aujourd'hui, il faut pouvoir dire non à cette forme de marginalisation de la femme, de la gente féminine. Vous regardez bien, vous vous rendrez compte que il y a une sorte de frustration qui se vit au niveau des femmes. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent? Prenez d'abord la configuration du bureau national au niveau de nos partis politiques que nous avons. Combien de femmes sont présentes? Les grandes décisions se prennent là. C'est-à-dire que même quand les sessions communales et tout le reste, toutes les différentes sections départementales que vous connaissez vont faire des propositions, la dernière décision revient donc à la première instance du parti. Mais au niveau de la première instance du parti, il y a combien de femmes qui sont présentes? Vous allez voir plus de 25 membres, mais à peine vous avez 2 ou 3 femmes. À quel moment on veut changer les choses? Et vous voulez qu'on dise à la petite fille qui est en train de grandir et qui se retrouve au cours primaire de travailler pour demain émerger. Quel est ce que vous lui présentez comme prototype pour pouvoir dire voici ce que nous défendons? Mais on marginalise la femme.
l'Institut national de la femme est en train de faire un combat sans merci au quotidien, mais vous ne l'accompagnez pas sur le plan politique. Donc pour moi, c'est ça aussi les grands défis. Oui, nos partis politiques commettent l'erreur de ne pas effectivement comprendre qu'avec la femme, on peut faire bouger les lignes. Et moi, je ne suis pas d'accord. Oui, je comprends. Stéphane, vous voulez répondre oui, forcément? je comprends, mon cher Hugues. Je comprends sa désolation, son amertume. Et je partage d'ailleurs cette désolation-là. Mais je veux dire que la dernière fois, on était ici avec Carole et je crois qu'on a dénoncé clairement la chose. Mais je réfléchis à la question. Je me dis de bonne foi. Je me dis de bonne foi que en vrai, les partis politiques ne peuvent pas décider urbi orbi d'écarter comme ça les femmes des postes de responsabilité. Si tel est le cas, alors c'est de la mauvaise foi. Mais lorsqu'on va rentrer dans ces formations politiques-là, on va rentrer dans le couvent, est-ce qu'on ne va pas découvrir des réalités? Non, les réalités, c'est pas autre chose. Le couvent dont vous parlez, le couvent dont vous parlez, ce qui fait que le couvent a de sens, c'est le silence. La femme ne se tait pas. La femme ne participe pas aux questions de corruption. Il faudrait qu'on puisse dire les choses. Je veux dire que... Vous n'allez pas voir une femme, par exemple, élue peut-être maire, et offrir des marchés publics avec comment je vais dire? Ce que je dis... C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, d'accord, c'est une question d'intérêt. Permettez-moi de finir. C'est une question d'intérêt. Permettez-moi de finir. Et nos partis politiques ne sont pas encore prêts, d'accord, à la date d'aujourd'hui au Bénin, nos partis politiques ne sont pas encore prêts à faire confiance aux femmes parce que nos partis politiques ne sont pas si engagés pour la transparence, la gestion, la transparence dans la gestion. Non, je ne crois pas fondamentalement. Fondamentalement, c'est ça. Je veux parce dire que combien de femmes vous avez vu? Combien de femmes quand vous prenez les directeurs généraux? On va s'écouter. Les femmes aussi sont complices. On va s'écouter sur le plateau. Les femmes aussi sont complices passivement de ce qui arrive. Ah bon? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une formation politique et que les leaders, les acteurs vous regroupent lors des meetings et que lors de l'installation des bureaux, je veux dire des sessions à la base, quand on veut faire les élections, on ne choisit que des hommes, on ne désire que des hommes. Et vous-même, vous êtes là déjà à la base, à ne rien dire. Lorsque on veut désigner des responsables au niveau du bureau politique du parti, on fait un schéma où il y a majoritairement d'hommes et on ne fait rentrer qu'une femme et que vous ne réagissez pas et que ce parti-là organise des réunions et que vous continuez pas à participer, c'est que passivement, vous êtes complice de ce qui arrive. Parce que quand vous êtes militante, engagée dans un mouvement et que vos intérêts, vos desiderata ne sont pas pris en compte, lorsque les questions de représentativité ne sont pas gérées à l'intérieur du parti, ce n'est pas à l'extérieur que cela va se faire. Et donc les femmes devraient se lever. Et c'est là, moi je me dis que le combat n'est pas bien mené par les femmes. Si déjà elles sont minoritaires, il faut un peu de la volonté. Non, je me dis... Il faut le reconnaître parce que les femmes sont minoritaires au sein de cette formation politique. Je ne veux pas encourager à... Je ne prends pas parti. Je ne veux pas mais c'est une réalité. Oui, je ne veux pas encourager à l'incivisme, mais je veux dire que déjà, lorsqu'on veut installer un bureau au niveau d'un quartier et que les femmes sont pour la plupart majoritaires, les hommes sont peut-être, quand je prends 100, les hommes sont peut-être 40, vous verrez 60, et que lors de l'installation de ce bureau de quartier, on décide de mettre plus d'hommes que de femmes et que les femmes ne boudent pas pour dire tant qu'on n'a pas ce nombre-là, il n'y aura pas élection. Mais la femme, la femme ne boude pas parce que la femme elle est éduquée. La femme ne boude pas parce que la femme est éduquée. La femme respecte l'homme dans la société. Mais en retour. Parce que nous sommes dans une société patriarcale. Mais n'oubliez pas, il y a une sociologie
Il y a une sociologie propre à notre communauté. Il n'y a pas de quelle est la volonté? Il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution possible si on ne décide pas de bousculer les choses. De bousculer les choses. Ah, mais c'est heureux de vous écouter dire que c'est vraiment heureux hein, de vous entendre dire ça. Vous parlez de révolution. Je vous donne des figures de révolution. On a eu Maître Marie-Élise Bédot dans ce pays. Dites-moi quel est le regard que la société béninoise a porté sur Maître Marie-Élise Bédot. Mais évidemment, sa lutte a fini par payer et le préjugé qui a pesé sur lui a fini par passer. C'est ce qui est sûr. Lorsque vous vous engagez dans une lutte, vous êtes prêt à endosser. Pas parce que le problème c'est quoi? Donc, vous pensez que c'est normal que des hommes, quand ils se retrouvent, puissent de droit se dire oui, ça nous revient. Et que je ne femmes, dis pas que c'est normal, mais je demande aux femmes, je dis aux femmes que le pouvoir devrait s'arracher. Les femmes n'ont suffisamment fait. Dans cette société les femmes n'ont suffisamment fait. Nous sommes, Hugues Hector Zogo, cette inégalité par rapport à la gente féminine. Comment voulez-vous que cela n'impacte pas au niveau des instances de prise de décision? Par le combat, évidemment. Par le combat. Par le combat. Quel est le combat que les hommes mènent? C'est déjà l'éducation. Non, c'est déjà l'éducation. Non, c'est déjà l'éducation. Vous savez, nous étions dans une posture où les hommes avaient de l'ascendance. Était majoritaire. C'est toujours comme ça. C'est pas été, c'est toujours la réalité que nous vivons. Bon, je dis était parce que je veux faire un raisonnement. Voilà. Donc, les hommes étaient majoritaires dans une certaine dynamique. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique où on veut que la femme soit restaurée dans son droit par rapport à la participation, à la gouvernance. Et on constate malheureusement que les responsables au niveau de nos formations politiques ne jouent qu'avec le chef de l'État. Et pourquoi je vous ai donné l'exemple typique de la liste de députation. Je suis d'accord avec vous. À partir du moment où vous êtes d'accord avec moi, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où vous êtes d'accord avec moi, il faut pouvoir décrier ce qui est. Non, mais ce n'est pas normal. Je décris. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Parce qu'apparemment, il ne faut pas être passivement complice de l'injustice dont vous êtes victime. Quand vous dites que les femmes doivent se lever, c'est comme si elles étaient absentes. Les femmes sont présentes. Elles ne sont pas actives telles que cela devrait l'être. Mais c'est une erreur. C'est une erreur grave et c'est une insulte. Vous ne pourrez pas vous entendre. J'espère que les femmes, ces femmes au sein de ces formations politiques sont à l'écoute et qu'elles pourront faire le bon choix. Ça aurait été intéressant que les partis politiques viennent partager avec nous les raisons pour lesquelles ils ne positionnent pas les femmes, par exemple, sur les différentes listes. Sinon, en vrai, je suis d'accord avec Hugues que 4 sur 72 qu'on a là, ce n'est pas sérieux. À la limite, une injustice ce n'est pas du tout sérieux. Mais je me dis, et je dis que les partis politiques ont leur réalité. Quelle réalité? Je suis dans une logique Nous allons poursuivre. Quels peuvent être les avantages et les risques liés à l'arrivée massive de ces nouveaux à la tête de nos communes? Je vais commencer par les risques. Les risques, et je crois bien que les partis politiques ont pris le soin de bien connaître leurs poulains avant de les positionner. Parce que le risque, le risque, ça va être l'innocence administrative qui peut amener ceux qui sont positionnés là à commettre des erreurs. Les risques, c'est de ne pas... le risque de l'inexpérience, je veux dire. Celui qui n'a pas déjà la pratique, celui qui n'a pas été habitué peut se mélanger les pédales au début. Peut-être qu'il va se retrouver à la fin. Mais les qualités ou les avantages, je veux dire, c'est que tout au moins, quand moi je vois l'ensemble de ceux qui ont été positionnés par les formations politiques là, je me dis que c'est quand même des gens qui ont le profil nécessaire. J'ai vu certains profils circuler, j'ai lu certains profils et je me dis qu'avec ce profil, à tout le moins intellectuel, d'accord, intellectuel et politique, ces acteurs-là peuvent comprendre aujourd'hui les enjeux. Ensuite, l'avantage, je le disais, les
maires ont l'avantage d'avoir la majorité. Ça peut faire avancer les choses. Ça peut faire avancer les choses parce que les conflits inutiles au sein des conseils communaux, ça n'arrange pas toujours. Et quand un maire a la chance d'avoir la majorité autour de lui, ça lui permet de travailler sereinement. Maintenant, l'autre risque par rapport à ça, c'est que ça peut devenir un club d'amis. Ça peut devenir un club d'amis. On se connaît dans notre formation politique, on s'est retrouvés autour de la marmite et on s'entend pour faire ça, pour s'en servir. Ça c'est un risque. Et heureusement que les secrétaires exécutifs sont là pour veiller au grain, de manière à ce que ce ne soit pas des clubs de conseillers aux mêmes couleurs politiques qui s'arrogent de la marmite communale au détriment, n'est-ce pas, donc, de ce que la population devrait avoir. Les SE doivent veiller au grain parce qu'ils sont le bras armé du pouvoir central. Hugues Zogo. Oui, je crois quand même que le risque, c'est de pouvoir se dire, oui, on est nouveau maire et par conséquent, on veut faire plaisir à tout le monde. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à tout le monde, vous êtes là pour servir votre communauté. Et vous êtes là pour servir la communauté suivant un mécanisme mis en place. Vous respectez les principes de base élaborés pour favoriser la bonne gouvernance au niveau de votre territoire. C'est le plus important. Au-delà, si vous avez envie de faire plaisir à X ou Y, vous ne le faites pas en qualité de maire. Vous le faites en votre nom propre. Parce que si vous ne le faites pas de cette manière-là, je tiens à le préciser, vous allez vous retrouver devant la criette. Vous allez vous retrouver aussi simple que ça. Vous allez vous retrouver devant la criette. On a vu, et surtout, avis au secrétaire exécutif, parce que j'ai pu comprendre tout à l'heure dans les premiers propos de mon cher Stéphane, que là maintenant, les secrétaires exécutifs et puis les maires arrivent à s'entendre. Ils s'entendent sur quoi? Si c'est s'entendre sur les procédures de passation de marché public, tout ça, s'ils le font, demain, ils seront les seuls à se retrouver devant la criette. Parce que la loi est assez claire. L'autre est politique et vous êtes technique. Et c'est pour mettre fin à ce genre de comportement peu orthodoxe remarqué au cours des dernières mandatures qu'on est allé à cette réforme-là. Donc les secrétaires exécutifs ne doivent pas faire le jeu des maires qui ont été envoyés à la tête de nos communes. Ils doivent savoir qu'ils sont là en tant que garants. Ce sont eux qui, en réalité, vont préserver les intérêts des populations. J'ai vu, autant ne pas citer, sinon il y a eu de par le passé des mairies où, avec les secrétaires exécutifs, ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, les maires n'ont pas été reconduits. Ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup. Même si la formation politique couvre leurs leaders politiques qui se sont retrouvés dans la posture de maire de par le passé, ça en dit long sur donc cette duel-là qu'on a pu vivre de par le passé. Les secrétaires exécutifs sont tenus de faire respecter les textes et lois de la République. Si un maire ne veut pas le comprendre, ce n'est pas un problème. Il y a une cellule au niveau de la présidence qui suit pratiquement tout avec les secrétaires exécutifs. Il faut pouvoir juste prendre contact avec la cellule et déposer un rapport en bonne et due forme. C'est parce que si vous ne le faites pas, les acteurs politiques qui sont les maires d'aujourd'hui seront inéluctablement couverts par leur formation politique. Parce que les formations politiques ne voudront pas qu'on dise à la place publique, les maires que vous aviez envoyés à la tête de nos communes, c'est des maires qui gèrent mal les sous de la commune. Ça, c'est des réalités politiques. On ne va pas se leurrer pour ces détails-là. Donc, les secrétaires exécutifs, pour moi, c'est le grand défi pour eux maintenant. Il ne faudrait pas qu'ils se disent, oui, c'est des maires qui ont été plébiscités. Par conséquent, on va les accompagner. Vous les accompagnez sans pouvoir tenir compte des réalités des tests. Vous serez les seuls à pouvoir en répondre et vos familles vont en souffrir plus tard. Alors, ma dernière question sur ce plateau, est-ce que cette dynamique de renouvellement va impacter durablement le développement au niveau local?
Bon, renouvellement pour renouvellement, non, ça n'impactera pas. Il ne s'agit pas de renouveler pour renouveler. Mais il faut renouveler en termes d'objectifs, en termes de vision, il faut renouveler en termes de compétences, il faut renouveler en termes d'impact. Maintenant, si c'est renouveler parce qu'on veut faire plaisir à ces poulains politiques qui ont soutenu X ou Y à un certain moment et que, bon, là, il est l'heure de le remercier, ça n'aura aucun impact. Si la désignation par les partis politiques s'opère selon ces critères de remerciement politique, ça n'aura aucun impact. Mais si ça s'opère en fonction de compétences, en fonction de vision, en fonction de prospection, de développement à la base, je pense bien que ça aura forcément son impact. Et c'est pour cela d'ailleurs que je disais tout à l'heure que lorsque je regarde le profil de certains qui sont promus à la tête de certaines communes, je me dis que forcément ça aura son impact. Et puis, je veux relever un fait, il y a des maires qu'on a relevés, qu'on a pu renouveler à la tête des communes, qui, moi, m'a réjoui. Je ne veux pas frustrer des maires qui sont partis ce matin. Mais, par exemple, quand on prend Vous n'allez pas citer quand même? Non, je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer. Je voulais courir le risque de citer. Mais, vous ne pourrez pas le faire. Oui, mais quand on prend certaines communes, je pense que les partis ont bien fait d'avoir enlevé, n'est-ce pas, donc, ces maires-là et d'avoir positionné d'autres. Et j'espère que ceux-là qu'on a positionnés feront le travail comme cela se doit, parce que lorsque le parti politique vous fait confiance et vous positionne à ce poste de responsabilité, c'est pour que vous puissiez impacter le développement de votre localité. Et mais si vous ne le faites pas et que vous commencez par faire la pluie et le beau temps rayé à mettre sans vous soucier fondamentalement de ce que devrait être votre action sur le terrain, ça pose un problème déjà même pour vous-même et pour votre parti politique. Et on va juste espérer que ceux qui sont positionnés là vont impacter durablement le développement de leur localité. Oui, le renouvellement, est-ce que ça pourra impacter le développement? Tout dépendra de la bonne foi de ceux qui se retrouvent au sein du conseil communal. Ce n'est plus désormais le bureau exécutif de la mairie, c'est pratiquement tous les conseillers. Et donc, si vous êtes de la même formation politique que le maire et que le maire fait des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si ça ne rentre pas en ligne de compte des intérêts des populations, on ne vous demande pas de devenir rebelle au maire, parce qu'après tout, c'est l'autorité de la commune. Mais il faut trouver la bonne manière pour aller rencontrer le maire et partager votre point de vue avec lui. Le maire doit être à l'écoute. C'est une écoute permanente pendant les 7 prochaines années. Ce qui va se vivre au cours des 7 prochaines années, c'est soit on aura des communes qui vont émerger et qui vont permettre effectivement qu'on puisse dire cette commune-là a décollé, cette commune-là est en train de connaître de mutations, ou soit on aura des communes qui vont rester dans un environnement cimetière. Parce que si les conseillers communaux restent là à dire nous sommes de la même formation politique et par conséquent on n'a pas droit au chapitre, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, la ville va se mourir. Donc pour moi, il faut cet accompagnement-là. Le maire n'est pas le plus intelligent. Le parti politique a peut-être opté pour ce maire-là, parce qu'on s'est dit, voilà le plus sage, voilà celui qui a un tempérament assez modéré, capable d'écouter tous ses pairs. Il y a plusieurs critères, voilà. Il y a plusieurs critères qui est permis à ce que les formations politiques aient désigné les différents maires. Ce qui a permis à ce qu'on désigne, par exemple, le maire d'Abomey-Calavi, ne sera forcément pas les mêmes pour celui qui est désigné à Parakou, bien à Porte-Novo, ainsi de suite, parce qu'il y a les réalités internes à chaque commune
Et il y a aussi les attentes des populations. Donc, pour moi, les conseillers communaux ont le devoir et l'obligation d'accompagner leur maire. Qu'ils soient du même parti politique ou pas, ils ont le devoir et l'obligation d'accompagner le maire. Et accompagner le maire, c'est de pouvoir anticiper. Dès que le maire prend une décision et vous constatez que cette décision-là pourrait créer plus tard de la frustration inutile, ça ne vous coûte absolument rien d'aller rencontrer le maire dans son bureau pour lui dire « Monsieur le maire, j'ai constaté telle chose. Je pense que si on le fait de cette manière-là, ça sera plus utile à notre commune. » Ne pas le faire et se retrouver dans la posture de rebelle. Ou bien faire des critiques tout le temps au maire en public. Voilà des choses qui fâchent facilement. Parce que le maire, il incarne désormais une autorité. Dès que vous lui faites des reproches tout le temps en public, à un moment donné, il va penser un instant que vous êtes contre lui. Et pourtant, ce que vous dites, il y a une part de vérité dedans. Donc, il faut trouver aussi le mécanisme, il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir communiquer. Voilà, pour pouvoir communiquer avec l'autorité. Merci Hugues-Hector Zogo, merci Stéphane Arinou Rosso pour ces précisions, pour ces détails, j'allais dire.